Salut à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts Humain Demain en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co-animateur. Nous recevons l'éminent biologiste franco-croate Miroslav Radman pour parler du vieillissement et des possibilités pour le combattre. Didier Curneil, vice-président de l'AFT et coprésident de HEALS, va m'accompagner donc en tant que co-animateur. Didier, je te laisse présenter notre invité plus en détail. Né le 30 avril 1944 à Split, en Yougoslavie à l'époque, aujourd'hui en Croatie, Miroslav Radman est un biologiste cellulaire franco-croate. Sa passion, la biologie, à la suite de la découverte de l'ADN et sa structure en double hélice par Watson et Crick. Il fut d'abord doctorant à l'Université libre de Bruxelles, puis post-doctorant au CNRS à Paris, puis à l'Université Harvard au Massachusetts. Il a été professeur à l'Université libre de Bruxelles, directeur de recherche du CNRS à l'Institut Jacques Monod de l'Université de Paris, professeur de biologie cellulaire à l'Université Paris-Descartes, directeur de l'unité INSERM de l'hôpital Necker. Il est notamment Grand Prix de l'INSERM, chevalier de la Légion d'honneur. En 1996, il obtint la nationalité française, personne n'est parfait. En 2002, il est élu membre de l'Académie des sciences françaises. Il est aussi dans la National Academy of Science américaine et l'Académie croate des sciences. Il dirige aujourd'hui l'Institut méditerranéen des sciences de la vie, MEDILS, à Split, sa ville d'origine, et il a notamment écrit l'ouvrage Au-delà de nos limites biologiques. On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond, si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur votre appli de podcast préféré. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts. Si vous avez des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Le podcast Humain Demain. Alors déjà, j'aimerais savoir pourquoi et comment vieillissons-nous? Pourquoi déjà les êtres vivants sont sujets au vieillissement? Est-ce qu'il y a des raisons évolutives? Et ensuite, quels sont les processus du vieillissement? Donc, c'est-à-dire vraiment en ce qui concerne les processus biologiques. Donc finalement, c'est une question pourquoi on vieillit et comment? Une vue de biologiste, je veux essayer de jouer surtout ce rôle-là, même si je vais prendre la liberté de parler des aspects qui sont au-delà de la biologie, mais le vieillissement est un phénomène biologique. Ce n'est pas une maladie lorsque tout le monde, dans la vaste majorité des espèces, est sujet au vieillissement. Donc, on ne peut pas dire que tout le monde si tout le monde est malade, on ne va pas appeler ça la maladie. Donc, c'est une condition, comme on dit, qui est quand même la cause des maladies particulières. On va arriver à cette discussion plus tard. Donc, c'est un phénomène naturel normal, clairement a été sélectionné par l'évolution pour un avantage que peut-être on ne connaît pas encore tout à fait, mais l'avantage éventuel, peut-être même évident, est que pour survivre au long du temps, millions d'années, il faut s'adapter génétiquement. Ça veut dire l'environnement change et seuls ceux qui ont réussi de vivre, les individus qui ont réussi à vivre un peu au-delà du temps reproductif, vont laisser les enfants, et les enfants fertiles auront leurs propres enfants, et donc après le passage du temps, on va trouver les survivants. On ne va pas voir ceux qui ont disparu, qui n'ont pas pu s'adapter à des changements imprévisibles. Donc, cette nécessité de s'adapter par les changements imprévisibles va toujours favoriser les occasions à changer génétiquement. Et ça se passe à travers les générations parce que la descendance n'est pas identique à ses parents.
voilà, le changement, qu'on ne veuille pas, c'est pas quelque chose qu'on fait à volonté, mais il y a suffisamment de mutations qui se passent parce que rien n'est parfait et la réplication, la copie d'ADN qui est nécessaire pour perpétuer les cellules et perpétuer les organismes. Il faut d'abord dupliquer les gènes. Il se passe un taux d'erreur qu'on connaît assez bien. Et donc, on génère, par le passage de génération en génération, on génère la diversité. Ça veut dire, on peut imaginer ça comme une machine à copier le gène. Il y a une véritable machine, ça s'appelle ADN polymérase, une enzyme, qui, pour l'efficacité et vitesse par laquelle il faut copier le gène, produit des mutations. Quand ce processus copie, de duplication, de réplication d'ADN est accéléré, il y a plus d'erreurs. Quand il est ralenti, il y a beaucoup moins d'erreurs parce qu'on a plus de temps à corriger les erreurs en cours. Alors, ce qui est typique, évidemment que ce n'est pas comme une machine à photocopier. Ce n'est pas qu'il y a un original et qu'il va rester un original et nous allons faire des centaines de milliers ou des millions de copies à partir d'un original. C'est que dans le cas de gènes, la copie sert tout de suite comme original. Et donc, il faut imaginer une machine à copier qui fait des erreurs et où chaque fois, la copie avec l'erreur va servir comme original pour le prochain copiage et va rajouter d'autres erreurs. Et puis, cette copie sera l'original et c'est comme ça que les mutations s'accumulent et c'est comme ça que nous ne sommes pas identiques, qu'il y a une lettre d'ADN par 1000 qui est différent entre vous et moi, et entre deux personnes. Et donc, c'est comme ça que l'évolution marche. Et donc, si on ne vieillissait pas, et il faut décider à quel moment, au moment où nous vivons, je voudrais ça pour moi-même, évidemment, de façon égoïste, à quel moment décider que maintenant, on va ralentir ou quasi éliminer la reproduction parce qu'on n'a pas besoin, parce qu'on va vivre éternellement, dans un sens, entre guillemets, mais malgré tout, on peut vivre, donc, on peut imaginer facilement vivre 20 000 ans comme certaines éponges. Ça ralentit beaucoup l'évolution génétique, parce que l'évolution génétique, il faut créer tout un organisme nouveau qui est un peu différent de ses parents. Le problème avec une immortalité, c'est que le soma, le corps, en soi, n'est pas sujet à l'évolution. Il y a d'évolution. Cancer est une évolution cellulaire, mais même lui, il meurt avec la personne. Donc, tout changement qui n'est pas dans la lignée germinale, il est aussi mortel que le corps. On pourrait arrêter l'évolution par l'immortalité de certaines espèces. Donc le vieillissement, c'est en fait une garantie de la diversité biologique. Et dans un de vos ouvrages, dont j'aime beaucoup le titre, Au-delà de nos limites biologiques, vous insistez sur tous ces aspects. Et un jour, vous aviez dit notamment, si nous étions des souris intelligentes, nous regarderions les humains avec jalousie, puisque les souris ne vivent que 2 ou 3 ans, alors que les humains vivent 80 ans. Et puis, nous pouvons regarder avec jalousie, par exemple, les tortues des Galapagos. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir dépasser ces limites biologiques et qu'est-ce qui vous fait considérer que nous pourrions avoir, par exemple, une durée de vie plus longue que celle des tortues de Galapagos? C'est une chose où ce sont mes réflexions en lisant, en parlant avec les gens, dont je ne suis pas arrivé encore, je ne me suis même pas occupé vraiment, à essayer de quantifier. On vit dans le temps où il n'y a que... On croit aux chiffres, même si les chiffres sont faux, il faut quantifier. Mais je ne vais pas quantifier parce que Niels Bohr avait dit « Ne parle pas plus précisément que ta connaissance ». Don't speak more precisely than what you know, quelque chose comme ça. Et donc, moi, je vais essayer d'éviter de faire des erreurs par
en proposant des détails ou des mécanismes qu'on ne connaît pas, et donc où on connaît trop peu. L'idée est arrivée comme ça. Pour se reproduire et donc accélérer le nombre de générations par unité de temps, pour les humains, vivre 30 ans serait tout à fait adéquat. C'était d'ailleurs, il y a 10 ou 20 000 ans, c'était un peu espérance de vie entre 25 et 30 ans. On estime. Ce n'est pas important d'être quantitatif ici. 30 ans. Alors, à 15 ans, on peut avoir les enfants, bien sûr. Et on est en pleine forme d'ailleurs. Biologiquement, la mortalité dans la courbe de Gompers est la plus basse. Entre 10 et 12, 14 ans, la préparation pour la maturité reproductive, quand il faut faire les bébés. Et donc, à 15 ans, c'était souvent le cas dans le passé, on peut avoir la descendance. Dans les prochains 15 ans, les enfants ont 15 ans et peuvent se reproduire. Donc, le parent de 30 ans, il peut partir. Comme ça, il ne va pas manger la nourriture de ses enfants et des petits-enfants. Ça serait tout à fait adéquat par unité de temps, par 100 ans. Il y aurait 3 générations complètes. Et l'évolution, donc la production des variants humaines pour la simplicité, c'est pas simplicité, mais la proximité. Et donc, pourquoi l'évolution humaine n'a pas choisi cette vie de 30 ans? Pourquoi l'évolution n'a pas choisi chez tout le monde qu'avec la ménopause, ça veut dire arrêt de la capacité reproductive, pourquoi on ne meurt pas tout de suite après la ménopause? 45 ans. Et il y a, effectivement, ça c'est le plus efficace biologiquement, et effectivement, vaste majorité, exception de 3 espèces, meurent avec la ménopause. Même nos cousins les plus proches, chimpanzés et gorilles, ils meurent 1 an, 2, 3 ans après la ménopause. Ils sont biologiquement raisonnables par rapport à leur vie. Voilà. Ils meurent. Or, il y a 3 espèces connues pour le moment. C'est l'espèce humaine, les orques et une espèce de dauphin strié. Ces 3 espèces ont la ménopause au milieu de l'espérance de vie, de la longueur de vie. Donc, chez nous, 45 ans, et chez l'orque qui vit bien plus longtemps que nous, c'est aussi à peu près au milieu. À quoi ça sert? Comment se fait-il que cette espèce relativement évoluée, n'est-ce pas, ont choisi d'être irraisonnables? L'évolution a choisi d'être irraisonnable dans leur cas et leur donner encore, de leur doubler la vie par rapport aux chimpanzés, qui nous sont vraiment très, très proches génétiquement. Et la réponse est, je crois, la seule que je peux prendre en considération, c'est que l'évolution culturelle est entrée de force dans la survie et évolution biologique. Donc, pour évoluer, il faut survivre jusqu'à l'âge reproductif au moins. Donc, une fois que les outils de la connaissance, de la transmission de la connaissance ont évolué, cette transmission de la connaissance de la culture dans le sens le plus large a donné un tel avantage biologique de la survie biologique que la culture a coévolué, qu'il y a maintenant la coévolution, longévité par rapport à la reproduction qui est là, qui est le but de la vie, c'est la vie. Okay? Et donc, ça, c'est la première chose. On ne peut rien faire une fois qu'on est mort. Et donc, dans ces 3 cas, on peut voir chez les humains, évidemment, c'est très évident, l'impact de l'évolution culturelle, mais chez les orques, le bébé reste 30 ans avec maman. Ils apprennent à chasser, à naviguer, etc. Et ça se passait chez nous. Si on vivait, je me suis dit à l'époque, si on vivait seulement 30 ans, ce qui est optimal peut-être pour la reproduction biologique, eh bien, nos chirurgiens, nos scientifiques, nos pilotes d'avion, nos aiguilleurs de ciel, ils n'auraient pas le temps à travailler. À 30 ans, ils ont le permis à travailler, le permis de conduire dans un sens, dans leur entraînement de spécialistes. Et c'est comme ça s'élargit un peu sur toute autre profession.
Ça veut dire que l'importance de la culture sur la survie biologique, commençons par flèche et arc, ou bien par protection, par la construction des abris, ça a décidé sur notre survie beaucoup, beaucoup plus que des gros muscles des gorilles. OK. Et donc, ça a continué comme ça. Et maintenant, voilà, le permis à travailler indépendamment, chez nous, chez les chercheurs, maintenant autour de 30 ans quand même, hein, 28, 29, 30. Et donc, avec le temps nécessaire à acquérir l'art de sa profession dans un monde à haute technologie, etc., vivre 30 ans n'est plus une option. Donc, la culture est entrée d'une façon massive, s'est mêlée dans la biologie humaine. Et maintenant, s'il faut jusqu'à 30 ans, vous savez, il y a la loi de Moore qui montre l'augmentation exponentielle de la connaissance et de quantité de données, etc. Mais si on veut rester biologiquement, encore un peu de temps, biologiquement sous la forme actuelle, il va falloir encore beaucoup plus de temps. Donc, si on commence maintenant à travailler indépendamment à 30 ans, bientôt ça sera 40, bientôt ça sera 50. Et je me suis dit, la seule façon raisonnable, même du point de vue de l'économie de la vie, c'est pour la société, pour peut-être égoïsme de la culture. On peut imaginer que la culture est un parasite humain. Pour toute évolution, il faut de l'énergie. Pour l'évolution culturelle, il faut aussi de l'énergie. Il faut que ça se passe quelque part. Eh bien, ça se passe dans notre cerveau. Et dans un sens, l'évolution explosive de la culture humaine, c'est peut-être parce que l'information a trouvé un champ fertile dans notre cerveau et les idées, comme Dawkins dit, sont en train d'entrer dans la compétition pour occuper notre espace cérébral. Et c'est donc comme ça que la connaissance et puis conséquences de la connaissance, les technologies, etc., évoluent. Et pour ça, une fois qu'on a investi, je vais être vulgaire, entre guillemets, investi dans quelqu'un pour qu'à 30 ans, cet bébé qui au début ne savait pas dire c'est gaspillage si cette personne où on a investi 30 ans, les parents et la société, 30 ans pour qu'elle devienne une chirurgienne ou un astronaute, etc., c'est du gaspillage. De le laisser vivre encore 5 ou 10 ans et puis de mourir. Et on doit recommencer avec le prochain bébé avant que le bébé commence à dire jusqu'à qu'il soit chirurgien. Et donc, il m'est apparu comme une nécessité d'assister là où on peut assister facilement, assister à notre évolution culturelle par extension de la vie saine et productive. J'ai essayé d'imaginer une société où, parce que j'ai rencontré des centenaires remarquables, Rita Levi-Montalcini, qui a eu le prix Nobel à 103 ans, il y a des humains chanceux qu'on appelle les centenaires et super centenaires. Et moi, j'aimerais bien vivre leur vie. Voilà, il n'y a pas de grande manipulation génétique dans ce cas-là, c'est naturel. Leur vie où ils sont ralentis par le vieillissement. Vieillissement, c'est dans un sens un bruit par rapport à l'harmonie d'un jeune corps qui fonctionne en harmonie avec des milliers de réactions chimiques. C'est comme une belle symphonie qu'on joue bien. Et donc, la définition pour moi de la santé, c'est l'harmonie de tout. On rêve de l'harmonie dans la société. Toute la tendance est vers l'harmonie que nous voyons comme beauté. Nous la détectons comme beauté. Nous sommes attirés par cette harmonie. C'est pour ça que la musique a un tel impact sur nous. Mais c'est comme ça pour la cellule, pour la vie cellulaire. Harmonie moléculaire, harmonie cellulaire dans le tissu, harmonie des organes dans l'organisme, et puis l'harmonie dans la société, des individus dans la société. Donc, je me suis dit,
je vais étudier, ça c'est récent, je vais essayer d'étudier d'une façon scientifique avec les compositeurs de la musique, avec les chefs d'orchestre, avec les mathématiciens. Allons voir qu'est-ce que c'est cette harmonie qui nous fait un tel plaisir. Ça fait un plaisir parce que l'harmonie, le diagnostic et la démonstration que le système complexe, n'importe lequel, marche bien. Que ce soit un moteur Rolls-Royce d'avion ou que ce soit une symphonie de Beethoven ou Mozart ou que ce soit la symphonie d'un organisme en parfaite santé. Et donc, c'est ces gens qui ont la chance dans la loterie des mélanges de gènes d'avoir une harmonie, donc la bonne santé, ils vont devenir centenaires et avec le vieillissement, ils vont se ralentir. Mais ils prennent typiquement aucun médicament à 90 ans. Ils sont ralentis, la musique est là, mais il y a plus de bruit, un peu comme dans les photos, on diminue les pixels, mais on voit de quoi il s'agit. La maladie, c'est quelque chose de plus sérieux. Ça, c'est une disharmonie, c'est une dissonance, quelque chose se casse. On va en parler de ça en fonction de vos questions. Mais j'ai pris un peu trop de temps, et je m'excuse, pour dire qu'il m'est apparu quasi nécessité, certainement désir raisonnable, désir de la raison, qu'il serait bénéfique pour l'humanité d'avoir autour de nous des centenaires biologiquement jeunes. Je souligne, biologiquement jeunes, parce que je peux m'amuser à imaginer leur efficacité, leur productivité, leur capacité d'innover et de faire moins d'erreurs que les jeunes. Les jeunes sont adorables, nous avons tous été jeunes, mais ils sont, par définition, ils sont ignorants. Ils sont apprentis. Et s'ils n'ont pas de maître de qui apprendre, ils ne vont jamais devenir eux-mêmes le maître. Comme je dis en blaguant, l'avantage de mon âge, par exemple, et des vieux, c'est qu'ils ont été jeunes et ils se souviennent. Les jeunes n'ont jamais été vieux. Il leur manque une expérience majeure. Et donc, je me suis dit, voilà, par rapport à l'économie de la société, mieux vaut investir dans l'extension de la productivité à haute qualité. Déjà, excellence a été acquis après les études, après le doctorat, après l'expérience personnelle. Donc, on devient des experts, c'est mauvais, on devient des maîtres spécifiques, uniques, hein, on est en pièce unique, et de les laisser produire les biens intellectuels et matériels à cette efficacité-là, qui serait l'efficacité des centenaires biologiquement jeunes. Ah, ben je me suis dit, ça une belle image. En plus, il est, des points de vue économie, je parle d'économie de l'énergie, qu'on ne peut pas éviter. L'énergie est clé dans la maintenance et évolution de quoi que ce soit. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser plus comme biologiste en quoi consiste la durabilité, la robustesse, la résilience d'un organisme individuel. Quelle est la chimie du vieillissement qui varie dans des facteurs de milliers par rapport à la vitesse des organismes à plus courte espérance de vie jusqu'à ceux à plus longue espérance de vie qui va jusqu'à centaines et milliers d'années. Et c'est comme ça que j'ai passé d'études de réparation d'ADN, correction des erreurs naturelles, que j'ai passé à l'étude, je me suis concentré à l'étude de la chimie du vieillissement, de mesurer cette chimie, de connaître la cause, quelle est la chimie de la cause du vieillissement, et comprendre comment ce vieillissement, par rapport à des centenaires en pleine santé à 90 ans, qu'est-ce qu'il se passe dans le cas, qu'est-ce que c'est la prédisposition, le maillon faible qu'on hérite d'habitude de nos parents. En quoi consiste le maillon faible qui fait que quelqu'un a mauvaise chance à 30 ou 40 ans peut tomber malade et même mourir rarement? Voilà. En quoi consiste ça? Est-ce qu'il est possible
d'intervenir sur cette chimie, car la nature l'a déjà fait. La baleine vit plus que 200 ans et certaines mollusques bivalves vivent plus que 500 ans et apparemment les éponges jusqu'à 20 000 ans. Donc la nature a déjà fait la démonstration de l'extensibilité de la longueur de vie. Voilà, c'était le début. Je me suis dit, voilà, la culture, l'évolution humaine serait différente si nous sommes une société où il y a des jeunes vieillards de 100 ans, biologiquement jeunes. Je me suis dit, j'aimerais bien voir leur productivité et leur sagesse, l'effet de leur expérience et de la sagesse du ralentissement que le vieillissement apporte. Et de se dire, voilà, les jeunes sont là pour servir comme l'accélérateur dans la voiture, mais les vieux sont là pour sauver la vie quand il faut freiner devant le précipice. Je pense plus souvent cette année-ci que les années avant. Oui, c'est sûr qu'on a tendance à... Par exemple, la guerre est souvent quelque chose qui est perpétué par les plus jeunes générations. Et on peut imaginer, on ne peut que rêver de voir à quoi pourrait ressembler une société qui, par exemple, où Einstein serait encore en vie, ou des grands scientifiques, des grands artistes. Et donc, du coup, je pense que c'est le bon moment pour rentrer vraiment dans le détail de vos travaux. Toutes les questions que vous vous êtes posées, qu'avez-vous trouvé? Quelles sont vos conclusions sur le vieillissement? Pourquoi certaines espèces vieillissent plus que d'autres, etc. D'abord, merci pour cette question. On va se concentrer un peu sur les choses concrètes, même si tout est concret. Si ça nous arrive, si ça commence à nous obséder, ça veut dire que l'organisme a diagnostiqué le danger ou le bénéfice. Mais allons voir ce qu'on a appris pendant 12, 13, 14 ans, je crois, de nos études, de notre part, par rapport à d'autres collègues et au reste du monde. Est-ce que nous avons appris quelque chose qu'on doit rajouter à la connaissance existante ou celle qui a été contribuée par d'autres? Et la réponse est oui. D'abord, on s'est concentré sur les causes. On a essayé de bien distinguer, de séparer les causes du vieillissement et des maladies, d'essayer de faire ça. Si c'était facile, ça serait déjà fait. Des conséquences. On a vu d'abord que la recherche biomédicale dans le monde entier est guidée par les médecins, par la médecine, par leurs besoins étant, disons, des besoins concrets. Ils sont en train d'étudier les malades. Des millions de malades, on mesure différents paramètres, surtout maintenant biochimiques, chimiques, etc. Et je me suis dit que ça, il y a toute raison, il n'y a pas d'alternative. Ce qu'on est en train de mesurer par hasard, comme ça, créer des big data, mesurons tout ce qui est mesurable, et comme ça, on ne sera pas biaisé humainement. Et je me suis dit, voilà, là, il y a une niche. Moi, je veux être biaisé, mais je veux être biaisé par la connaissance, par la raison, par le bon sens que j'ai appris à survivre sur la mer comme un fils d'un pêcheur à 10 ans, 11 ans, 12 ans. Il fallait mieux revenir en bateau à rame vivant que mort. Et donc, cet bon sens, la raison des gens qui sont face à un problème et ils agissent avec leurs mains et la tête sur leur propre survie, voilà, je crois que ça m'a aidé à voir clair les choses très simples que les experts ne voient pas dans leur illusion ou arrogance de connaître le big data qu'ils ne comprennent pas du tout. D'ailleurs, ils ont besoin d'intelligence artificielle. Pour comprendre, je dis, voilà, ma niche sera dans la recherche de simplicité, chercher les causes et se concentrer d'abord sur la cause. Est-ce qu'il y a une cause commune?
ça crève les yeux que l'horloge biologique pour une centaine de maladies malignes, de cancers, une centaine de maladies dégénératives de toutes sortes, de Alzheimer jusqu'à rhumatisme et diabète, a le même horloge biologique quand on dessine sur le double logarithme l'incidence avec l'âge. Commençons à l'âge de la plus faible mortalité, 10 ans, 12 ans, voilà, avec cinquième puissance de temps, va augmenter la mortalité, ça s'appelle, cette loi exponentielle, c'est la loi de Gompertz, et pour chaque maladie, classe de maladies particulières, cardiovasculaires, neurodégénératives, immunodégénératives, et ainsi de suite, les maladies et les conditions, handicaps, comme parfois on ne les appelle pas les maladies, mais ils sont, l'arthrite est un problème majeur du vieillissement, que ça va avec cette courbe, sera parallèle. Donc, c'est comme si toutes ces maladies aussi différentes que cancer qui tue par excès de cellules et neurodégénérescence ou musculaire qui tue par manque, par déficit de cellules, par la mort cellulaire, que ce soit, donc c'est des causes complètement différentes. Tué par métastase ou tué par shrinking, par des pertes de cellules, qui ont la même, avec l'âge, il augmente avec la même cinquième puissance de temps. Et donc, si, à partir de ça, si c'est évident que l'horloge biologique est la même, quand je dis ça, imaginez ceci. Si au lieu de mettre ici les années ou les mois pour différents animaux, hein, restons seulement sur les mammifères, la souris, etc., jusqu'à les baleines, au lieu de mettre les mois, les années ou les jours pour le petit ver expérimental qu'on utilise souvent, le nématode, on met la fraction de la vie, la fraction de l'espérance de vie, de 0 jusqu'à 1. Chez nous, 1, ça sera 120 ans, il n'y a plus personne à 120 ans. OK. Mais pour le ver, ça sera de journée 1 à peut-être 20, 21, 22 jours. Ça sera 100% de sa vie. Pour nous, ça sera 100 ans et 100% de la vie, ainsi de suite. Ça sera 3 ans pour la souris, etc. Et on met maintenant, par rapport à la fraction de la vie, on met l'augmentation des différentes maladies et de la mort. On aura quasi une seule courbe. Ça veut dire que probablement la cause du vieillissement et de la mort, quelque part à la base, est la même, seulement il y a une accélération ou décélération par rapport à ce qu'on regarde de la cinétique, de la vitesse par laquelle on arrive au bout de la vie. Ça sera 20 jours pour le nématode et 120 ans pour nous. Et que finalement, on a peut-être une première régularité, loi, comme il y a la loi de Gompertz, la vaste majorité, 90% de la cause de mortalité en Belgique et en France, ça sont les maladies liées à l'âge. Les 10% qui restent sont des suicides et accidents. Et les très rares maladies malignes qui touchent seulement les enfants. 90%. Donc, nous cherchons la cause de 90% de la mortalité dans nos pays. Ça vaut la peine de s'engager, n'est-ce pas? Et donc, on est arrivé à la conclusion que la cause primaire, comme disent en anglais, ils disent root cause. C'est la cause, en plus, c'est la racine de la cause, vraiment, où ça commence et où on peut régler, arrêter l'avalanche. C'est un peu comme l'avalanche. Une fois qu'elle a commencé à rouler, ça va s'empirer, c'est tout. Et ça ne sert à rien à étudier en détail quel dégât a fait l'avalanche. On ne va rien prendre sur l'avalanche en étudiant les malades. Les malades, ils ont besoin de soins. Ils ne sont pas un bon sujet scientifique pour apprendre la cause. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est comme avec l'avalanche, une fois qu'on regarde les maisons, les arbres cassés. Voilà, on est arrivé là à voir les conséquences des dégâts faits par maladie, dans ce cas-là. Okay? Et non pas la cause des maladies. Pour voir la cause des maladies, il faut étudier juste l'inverse.
il faut étudier ce qu'on veut. La robustesse, il faut étudier les centenaires. Comment ils ont évité des centaines de différentes maladies, toutes les maladies. C'est certainement pas statistiquement, certainement pas parce que la résistance génétique, une par une pour 200 maladies qui nous tuent, se sont accumulées dans un génome. Alors, il y a trop de centenaires pour ça, pour cette statistique. Or, s'il y a une cause commune, comme au début de l'avalanche, s'il y a une cause commune, et je vais vous dire qu'il y en a, alors d'intervenir sur la cause commune de toutes les maladies qui nous tuent, il serait plus simple, plus facile et plus simple de prévenir et guérir toutes les maladies d'un coup, simultanément, que de choisir une seule. C'est contre-intuitif, mais c'est logique. Il y a la cause commune, c'est la même cause dans le cas d'avalanche qui a cassé les arbres que cassé les maisons. C'est la même cause. Et je me suis dit, peut-être même pendant ce qui me reste de ma vie, même à mon âge, si c'est aussi simple, ça vaut la peine de s'engager, de résoudre, essayer d'aider à résoudre le problème. Et voilà, donc ma conclusion est que le vieillissement et la corrosion, d'ailleurs, comme la corrosion des voitures, d'ailleurs, de certains de nos outils, seulement dans le cas de la voiture, c'est la corrosion des métaux. Ici, c'est la corrosion du matériel biologique, surtout les protéines. Les protéines, on n'en parlait pas beaucoup dans les décennies passées. Le maître, la vedette a été toujours l'ADN et les gènes. Et moi, j'ai passé 4 décennies de ma vie à l'étudier avec grand plaisir et fascinant. Mais les gènes sont importants seulement parce qu'ils ont le plan de construction des protéines. Il y en a 22 000 chez nous à peu près. Et puis, on les modifie un peu avec les décorations. Et la vie, c'est la fonction, c'est le fonctionnement. La fonction, c'est les protéines. L'ADN ne fait rien. C'est comme un design d'architecte là, dans la bibliothèque là, derrière Didier. Et c'est mort avant que ce plan devienne fonction, avant que le plan devienne maison ou une voiture ou un être humain. Tout le travail, directement ou indirectement, tout le travail de la vie est fait par les protéines. Donc, quand les protéines rouillent, quand ils sont sujets aux dégâts chimiques inévitables, mais le niveau, vous allez voir, est différent, c'est le vieillissement, c'est la rouille de la matière biologique des protéines qui est responsable de toutes nos fonctions, digérer le sandwich jusqu'à composer une symphonie ou faire une découverte scientifique. Allons voir maintenant comment est-ce que maintenant, dans la courbe imaginaire, vous vous souvenez, au lieu de semaines, mois, l'âge dans année ou mois ou semaine, donc fraction de la vie, est-ce qu'avec la fraction de la vie, des nématodes microscopiques, dans le petit ver microscopique, jusqu'à l'humain, est-ce qu'on a la même courbe d'augmentation, d'accumulation de protéines ruinées et rouillées? Est-ce qu'on a la même courbe? Et la réponse est oui. Et ce n'est pas seulement notre travail. Nous avons, après, dans le sens, on a joué un début de ces recherches par Stadman aux États-Unis, un grand biochimiste, qui a vu ça, mais personne ne voulait croire. Ils ont dit, mais la rouille des protéines, ça arrive après la mort cellulaire, c'est le biomarqueur du vieillissement et pas la cause. Alors, notre contribution est d'avoir démontré que c'est la cause. La cause, car tout le reste, c'est des conséquences. Quand nous pouvons donc augmenter expérimentalement ou diminuer expérimentalement seulement le niveau d'oxydation des protéines. Le reste, les lipides, l'ADN, l'ARN, le niveau des radicaux libres
reste constant et intact et nous manipulons la susceptibilité des différentes protéines à se faire oxyder. Voilà, résistant comme ça, sensible comme ça. Voilà, nous pouvons donc manipuler ça. Et quand nous faisons ça, nous trouvons que rien que de doubler la quantité de protéines oxydées, ça augmente le taux de mutation dans les gènes. Hein? Le taux de mutation par un facteur de 100 ou plus. Que le dégât aux protéines, dégât oxydatif aux protéines, est beaucoup plus mutagène, produit beaucoup plus de mutations que le dégât à l'ADN. Car le dégât chimique à l'ADN, il existe. J'ai passé vraiment ma vie à étudier ces mécanismes. Si les protéines sont intactes, ils vont réparer tous les dégâts qui est fait par rayon solaire ou par la crasse que j'ai pu manger, etc. Et donc, si les protéines sont intactes, tout le reste sera maintenu en fonction. Et donc, on a commencé à considérer que la chimie du vieillissement et la rouille, corrosion des protéines. Et la prochaine question était, mais pourquoi, si par rapport à la fraction de la vie, on a le même niveau d'augmentation, d'oxydation des protéines chez nous et chez une souris ou chez un nématode, comment se fait-il que nous sommes si différents face à l'âge? En quoi consiste le maillon faible inné, déjà à la naissance, qui, si on pouvait le voir tout de suite, va faire que 50 ans, 60 ans, 70 ans plus tard, cet maillon faible va casser et ça va devenir diabète, cancer, etc. Est-ce que nous pouvons voir ça? Et là où je suis vraiment le plus fier de cette contribution avec ma collègue Anita Krischko, qui travaille maintenant à Göttingen, c'est que nous avons vu que les mutations qu'on considérait jusqu'à maintenant purement académiques s'appellent le polymorphisme. Chaque millième nucléotide est différent entre moi et Didier. C'est typique de la population humaine. La vaste majorité n'ont aucune conséquence. C'est dans l'ADN, ne sert pas à grand-chose, qui est plutôt cimetière d'anciens parasites, qui rest in peace, RIP, et parce qu'on ne pourrait pas se débarrasser d'eux. La vaste majorité de notre génome, c'est ça, c'est le cimetière d'anciens parasites, rétroparasites d'ailleurs, un peu comme le coronavirus. Et donc, ce qu'on a vu, que certaines, il y en a plus de ce qu'on pensait, que dans le cas de prédisposition, disons la maladie de Parkinson, d'une façon concrète, ou maladie de Charcot, la maladie neurodégénérative la plus rapide et dévastatrice et mortelle, s'appelle ALS, Amyotrophic Lateral Sclerosis. La mutation, c'est polymorphisme qui ne fait rien à la naissance. Jusqu'à 30 ans, il n'y a pratiquement personne qui a Parkinson ni maladie de Charcot. Mais à 30 ans, chez Parkinson, il peut y avoir. Ils sont rares. Et chaque fois, c'est lié avec une mutation spécifique, la même, dans une protéine qui s'appelle alpha-synucléine. Alors, ce que nous avons trouvé en analysant la sensibilité de la protéine, on les a purifiées, on les a achetées même pures, et ils diffèrent d'une seule acide aminé sur 400 ou 500 ou 1000, une seule, et ça fait que la structure de la protéine évoluait pendant peut-être 2 milliards d'années, a résisté à l'oxydation. Maintenant, à cause de ce petit changement qui ne fait rien à la fonction, ça fonctionne bien. Les bébés sont en pleine santé. Ils seront malades 50 ans plus tard ou 60 ans plus tard, d'une façon proportionnelle à l'âge d'émergence de la maladie et la vitesse par laquelle elle devient mortelle. Chaque mutation est reconnaissable. Et chaque mutation, elle nous a diagnostiqué la nature de cette maillon faible de la prédisposition à la maladie. Le plus la mutation prédispose la protéine donnée à l'oxydation, le plus rapidement dans la vie va maladie évoluer et le plus rapidement elle va évoluer jusqu'à la mort. Donc on a trouvé on était très excités. On a
trouvé une corrélation entre les propriétés de la protéine purifiée, c'est une substance chimique, la protéine purifiée, et ces variants qu'on appelle les mutations, ces variants, et le destin des personnes qui portent cette mutation. Ça veut dire, dans le cas de Parkinson, quand il apparaît à 30 ans, c'est à cause d'une mutation qu'on connaît. Eh bien, cette mutation prédispose la protéine, augmente sa sensibilité à l'oxydation par rapport à toute autre variant de cette protéine. Donc, on s'est dit, voilà, la chimie du vieillissement, ce que brûle nos vies, c'est l'oxydation des protéines, et la chimie de la prédisposition aux maladies sont des petits changements, donc polymorphisme, mutations silencieuses. On les appelle mutations silencieuses. Eh bien, elles sont silencieuses pendant la majorité de la vie, mais elles commencent à se manifester comme je dis, à 40, 50, 60, 70 ans, etc., de plus en plus. Donc, on a trouvé que cette mutation diagnosticable qu'on peut détecter déjà à la naissance chez tout le monde, chez des gens qui sont, voilà, comme nous, qui ont eu la chance de naître en pleine santé, dans un sens d'avoir le regard après la naissance tout de suite, d'avoir un regard dans le destin de cette personne. Est-ce que Parkinson ou cancer ou une maladie cardiovasculaire va affecter sa vie à 40 ou 60 ou 70 ans? Ça nous a secoué vraiment. C'est dit, voilà, c'est une sorte de connaissance où on ressent presque symboliquement un pouvoir de dire, de regarder dans notre propre destin et de se dire, maintenant je vois exactement pourquoi cette mutation rend la protéine plus sensible à l'oxydation et donc prédispose à la maladie. Et bien maintenant, on a les moyens de regarder avec quelles molécules, et on va les chercher dans la nature, chez les organismes les plus robustes, les plus incrévables, comme Deinococcus radiodurans, comme les animaux et les plantes qui durent très très longtemps, et on trouve cette molécules simples qui ne sont pas des protéines, ce sont des molécules simples, un peu comme aspirine ou autres, qui reconnaissent, qui se lient à des protéines fragiles parce qu'ils ont un signe, ils envoient un signe de leur fragilité et de se lier et en même temps de les rendre neutralisants pour les radicaux. Ça veut dire de protéger les protéines qui ont besoin d'être protégées. Le reste, c'est quasi inox. C'est pour ça qu'on peut vivre 100 ans. L'évolution, le travail au niveau des protéines, qu'ils sont devenus quasi inox par rapport à la vie avant que l'oxygène est monté de 1% à 21%. Dans la vie a commencé d'une façon, la vie anaérobe, unicellulaire, anaérobe. Il n'y avait pas de danger des radicaux libres, mais on a été très ralenti. Il y avait un métabolisme sans nécessité d'oxygène. Et donc, une fois arrivé de oxygène à cause de photosynthèse, qui a dû évoluer avant, il y avait beaucoup plus d'énergie pour évoluer beaucoup plus vite, pour explosion évolutive, mais le prix a été, le danger d'extinction a été cette augmentation des radicaux libres d'oxygène. C'est pour ça que notre voiture brûle aussi, le moteur brûle à cause de l'oxygène qui fait brûler l'essence. Chez nous, c'est dans la mitochondrie que ça se passe. Et l'immortalité cellulaire, ça nous avons trouvé aussi, est liée avec abandon de cette ambition de grande efficacité, explosion d'énergie qu'il faut dans nos muscles et neurones, etc., dans la lignée germinale, dont la cellule sert seulement à se transmettre, et dans le cancer, le métabolisme n'est plus métabolisme oxydatif avec beaucoup de radicaux, mais la glycolyse, quelque chose de fermentation, quelque chose de beaucoup moins efficace, mais beaucoup moins dangereux.
beaucoup moins dangereux au niveau de l'oxydation, de corrosion. Et donc, on a compris des tas de choses. Et maintenant, on est, Didier, devant une frustration d'avoir une profonde illusion qu'avec je sais pas, une dizaine de millions d'euros, on pourrait vraiment faire un changement radical, transformer la médecine, mais il faut convaincre, voilà, ce que j'ai essayé de dire maintenant, il n'y a pas la susceptibilité, le vrai besoin de changement n'est pas là. On est occupé, je crois, à acheter les gadgets qui évoluent, etc. Mais sur les choses fondamentales, sur les choses qui sont simples, comme Feynman dit, si ce que vous trouvez, c'est plus simple de ce que vous avez espéré au début, c'est probablement vrai. Si c'est même plus simple que la peur au début du projet, et si c'est simple et beau, it must be true. Et donc, on se trouve dans cet état privilégié et frustré qu'on a une profonde intuition, émotion, qu'on pourrait faire, je ne dirais jamais résoudre le problème, ça sera triste de résoudre tous les problèmes, mais au moins ces problèmes des maladies et concernant la vaste majorité des gens, qu'on pourrait très simplement, avec très peu d'investissement humain et financier, arriver à complètement changer, à transformer la médecine. Et maintenant, on offre à la société quelque chose qu'elle ne veut pas, même si c'est chouette, parce que ça ne vient pas d'eux. Il y a toujours la psychologie. Donc, c'est vraiment un privilège et frustration. D'accord, c'est très intéressant. C'est vrai que dans, on va dire, les communautés scientifiques qui suivent particulièrement les questions liées à la longévité, ce qui concerne les protéines directement n'est pas tellement abordé. Et donc, merci pour cette explication, cette approche vraiment claire de votre travail central actuellement. Je voudrais aller un petit peu plus loin en demandant donc au MEDILS, l'Institut méditerranéen pour les sciences de la vie, vous et vos collaborateurs, donc vous avez expliquer ce sur quoi vous travaillez globalement, mais très concrètement, quelles sont les recherches qui sont faites dans ce domaine des protéines? Est-ce qu'il y a, par exemple, des tests qui sont envisagés sur des souris pour donner des nouvelles protéines ou bien pour provoquer des mutations génétiques qui seraient favorables? Voilà, ça c'est peut-être quel est le travail qui est fait dans l'Institut à cette merveilleuse place qui est Split en Croatie. Avec plaisir, je suis navré que ça a pris du temps par ma spontanéité. Essayer d'expliquer à la fois les sentiments par rapport à la connaissance acquise. Et maintenant, bon, il y a toujours, les gens ont raison de se dire, votre plaisir est une chose personnelle. On n'a pas besoin de le partager nécessairement. Il n'est pas partageable. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Quand je pourrais venir et décider est-ce que je veux vivre 20 ans plus longtemps, etc. Donc, là, il y a avec ça Xavier Pellet, français qui dirige ici une équipe, il est intéressé à l'application vraiment quand le plus vite possible, avoir les cas de soit ralentissement ou arrêt d'avancement du vieillissement, soit même de faire marche en arrière. Et mon rêve est de guérir les maladies déjà manifestées par une chimie reverse, comme tourner un film, de faire marche en arrière jusqu'à l'état où on n'était pas malade, avant la maladie. Donc, et ça, ce n'est pas un pur rêve et imagination, parce qu'une autre découverte d'ici, j'ai eu le plaisir de donner même le nom, la parabiose cellulaire, on voit que la structure de notre organisme
l'arrangement cellulaire dans mon organisme fait que les dégâts, les défauts, les déficits produits avec le temps, avec le vieillissement, dans les cellules individuelles, qu'il est neutralisé, compensé, complémenté, comme on dit, par la présence des cellules autour de la cellule touchée. La cellule touchée peut être dans l'état pré-maligne et pendant que les cellules normales, non malignes, autour, échangent les molécules et même les organelles comme les mitochondries. Et pendant qu'il y a un trafic moléculaire intense par les TNT, Tunneling Nanotubes, et des jonctions, des tunnels, il y a plusieurs sortes de tunnels entre les cellules. Le défaut dans une cellule, ça peut être défaut de contrôle de division cellulaire, il est corrigé par 10 ou 15 cellules qui l'entourent, qui n'ont pas le même défaut. Elles ont peut-être un autre défaut, et donc entre les cellules avec défauts différents qui s'accumulent avec l'âge, ils vont complémenter ces défauts. La cellule qui n'a pas la fonction A va la recevoir de la cellule qui a le défaut B, mais elle donne le A, tandis que défaut A, elle peut donner la fonction B, et donc ça veut dire que la communauté des cellules, c'est une sorte de partage du destin, c'est faire la moyenne de toutes les activités, c'est ce qu'on appelle la homéostasie tissulaire, voilà. Et ça fait que la latence des maladies, de cette maladie liée à l'âge, est autour de 15 à 30 ans. Et donc, on a vu ça avec, par exemple, Hiroshima et Nagasaki, qu'après la bombe, les mutations provoquées par radiation ont été fixées dans la semaine. Mais pour les leucémies, il fallait attendre 3-4 ans. Pour les carcinomes, pour les cancers des tissus solides, où il y a cette solidarité cellulaire, il a fallu attendre 20 à 25 ans pour savoir combien de cancers ont été induits dans cette population exposée. Et donc, c'est cet autre aspect sur lequel nous travaillons, que je n'ai pas mentionné, c'est de voir comment on peut stimuler cette suppression des défauts qui s'accumulent dans les cellules. Comment on peut le stimuler? On peut le stimuler par tout agent qui est anti-inflammatoire. L'inflammation, maintenant on en parle beaucoup, et on a raison de parler beaucoup, ça sont les endroits où cette connexion entre les cellules sont détruites par les métalloprotéases, par les enzymes qui vont individualiser les cellules. Et maintenant, le défaut individuel des cellules va s'exprimer si l'inflammation est chronique. Avec l'âge, le niveau d'inflammation augmente chez tout le monde. Donc, l'efficacité de cette suppression, on appelle suppression phénotypique, ça veut dire on compense les défauts et tout marche bien pendant que les cellules sont dans l'ordre, dans leur structure, pendant qu'il y a cette solidarité cellulaire, une sorte de vrai socialisme cellulaire qui n'a pas marché dans la société humaine. Et donc, maintenant, on peut agir sur les deux niveaux, sur la cause des maladies et sur l'expression. Nous sommes concernés sur l'émergence de la maladie, sur la manifestation de la maladie. Si on a la mutation, on s'en fout pendant qu'on est en pleine santé et il y a la mutation, mais elle n'a pas de conséquences. Voilà. Donc, nous sommes maintenant avec Katarina Trajković, une grande spécialiste des maladies neurodégénératives venue chez nous des États-Unis. On continue les recherches sur les molécules qui vont protéger spécifiquement les protéines. Et François-Xavier Pellet les a trouvées. On a déjà les premières. D'où viennent-elles? Voilà, des bactéries qui ont survécu dans la stratosphère et ils ont tombé avec la neige chez nous sur le laboratoire, sur Terre. Il a isolé déjà les premières molécules qui sont des chaperones. Ça veut dire que ce sont les molécules qui sont une sorte de médecin de protéines malades, mal formées,
et qui sont en même temps antioxydants. Il continue ses recherches à trouver plusieurs de ce type de molécules et on va voir quand il va y avoir la maturité à faire des essais cliniques par quelqu'un d'autre, évidemment, ça sera pas nous, avec cette molécule qui vont agir sur la protection spécifique, protection des protéines contre la corrosion. Une autre classe de molécules, on n'a pas encore trouvé de suffisamment spécifiques, mais on a trouvé, c'est le maintien de cette parabiose cellulaire qui, malgré le défaut au niveau d'ADN, par exemple, expression des gènes, etc., malgré le défaut, la maladie est maintenue à l'état de latence et cette latence peut durer des décennies. Et si on rend toutes les maladies latentes et on vit 120 ans, voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, on est passé, après 10 ans de recherche qui servait à saisir le minimum nécessaire de la connaissance fondamentale, de savoir de quoi il s'agit, où on va chercher et rechercher les molécules, les conditions. Maintenant, on passe vraiment dans la recherche ciblée. On sait maintenant ce qu'on veut et ce qu'on cherche. Et maintenant, c'est, disons, moins excitant du point de vue purement intellectuel, mais je crois la satisfaction sera encore plus grande si on peut voir un jour, le plus tôt, le mieux c'est, qu'on peut atténuer les maladies et surtout les prévenir. Voilà. Un peu comme les bonnes vaccinations où on faut oublier le danger de certaines maladies, de beaucoup de maladies infectieuses. Voilà, on aimerait beaucoup aussi vivre avec un régime, avec un supplément moléculaire qui nous feront oublier le danger des crises cardiaques et surtout des cancers et des maladies dégénératives. Selon vous, au niveau du time frame, du délai à laquelle on pourrait espérer voir les premiers traitements contre le vieillissement, du coup, comme vous l'avez dit, des suppléments, on est plutôt sur un ordre de grandeur en termes de décennies ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est très loin dans le futur? C'est prosaïque, mais voilà, j'avais une gueule trop sérieuse pendant tout ce temps-ci. Chez nous, sur le Balkan, ici, on dit, maintenant, on est dans la phase comme avec les musiciens tziganes, qui dit autant de l'argent, autant de la musique. Maintenant, la vitesse vraiment dépend. On sait ce qu'on cherche. C'est maintenant la Research and Development, R&D. La recherche passe vers développement et lui, ça dépend de combien d'essence on peut mettre dans notre réservoir pour à la fois vitesse et la distance, la longueur à passer. Je crois que, voilà, maintenant, ce n'est pas nécessaire que ce soit nous. Je crois qu'il y a trop d'autres laboratoires de type industriel et technologique qui sont 100 fois plus efficaces pour cette deuxième phase que nous. Malgré tout, je suis fier de mes amis, de mes collègues et de ce que nous avons fait au niveau de l'ouverture d'une fenêtre cognitive. On voit ce qu'il faut faire dans un sens. Maintenant, il faut être efficace et sans argent, cette recherche coûte plus cher que la recherche académique de nouveautés où on cherche les surprises. Maintenant, il faut beaucoup plus de financement et d'organisation. Pour ce qui me concerne, ça peut se déplacer vers une autre géographie. Intéressant. François-Xavier Pellet, qui était venu à Transvision déjà il y a quelques années, avec qui nous avons eu des contacts, je crois qu'il avait aussi déjà un projet de crème ou de quelque chose de fort concret. Peut-être que vous pouvez dire quelques mots là-dessus. Alors, j'avais une question qui revient un peu en
en arrière, vous avez dit au début de la conversation, donc il y a un certain nombre d'animaux qui apparemment ne vieillissent pas. En fait, il y en a très très peu parmi les animaux, on va dire, relativement complexes, mais il y a notamment le fameux homard qui serait immortel, enfin biologiquement immortel, c'est-à-dire que il finit par mourir parce qu'il grandit trop, tout simplement. Non pas parce que il y a des processus d'accumulation de protéines, apparemment. Est-ce que par rapport à ce homard, entre guillemets, immortel, vous avez déjà des réflexions, des recherches qui se font? Ça serait des recherches qu'on aimerait bien continuer ici pour acquérir les connaissances et se laisser surprendre maintenant. On ne veut pas maintenant avoir la religion de l'oxydation des protéines. Okay? Il n'y a pas de religion. On veut que le processus continue. Et la recherche sur les humains super centenaires et ces animaux comme le ratope, où ça n'augmente pas, l'oxydation des protéines n'augmente pas. C'est tout autre. Des nématodes jusqu'à humaines, ça augmente exponentiellement, pas chez lui. Et d'ailleurs, il jusqu'à 30, 31, 32 ans et il s'éteint. Ça, c'est un autre cas. Et en général, je crois que cette recherche des bizarreries dans la vie, les Anglais diraient des freaks, freaks of nature, des organismes bizarres qui sont totalement non typiques des points de vue, voilà, longévité, ils sont exceptions. Je crois qu'on apprend plus de cette exception que de la statistique sur les grandes populations. Et ça serait ma préférence d'étudier encore davantage les incrévables. Le ratope-nu, si je puis me permettre, je trouve que c'est quand même un exemple moins intéressant que le de son. Malgré tout, le ratope-nu finit par mourir après une trentaine d'années, tandis qu'apparemment, le homard, il peut continuer vraiment un siècle. Voilà. Il n'y a pas suffisamment à lire sur cet homard, ni sur les organismes bivalves où 500 ans n'est aucun problème, et voir des choses un peu, voir d'abord les grands principes, les concepts qui sont toujours simples. On imagine dans la société que c'est toujours le manquement, le déficit de quelque chose, le déficit de la nourriture, la peur de la faim, et qu'on n'a pas assez. Mais dans l'harmonie, on a vu que plus dangereux pour détruire l'harmonie d'un système, plus dangereux sont les métastases, sont des croissances excessives pour détruire tout le système, pour le faire collapser, que les déficits. Les déficits, on peut ralentir avec le déficit, on peut se patienter jusqu'à quand la nourriture va arriver ou les meilleurs temps vont arriver. Les bubbles, comme les bubbles financières, les bubbles biochimiques, un processus parasite trop efficace, ça peut détruire surtout le système complexe qui doit être bien homéostasié. Il y a une homéostasie. Ça se détruit plus efficacement par excès que par déficit. Et je crois que ça tient pour la société aussi, d'où le danger du capitalisme du jamais assez. Je crois que ça c'est voilà, plus dangereux que les gens vraiment se rendent compte parce que la mémoire, génération passée, c'est surtout la mémoire des faim, des manquements. Ils ne se rendent pas compte que l'excès est un exécuteur plus rapide et quelque chose d'excessif. Il y a la possibilité donc de prévenir le vieillissement en sachant exactement la cause racine du problème. Mais qu'en est-il de cette idée de réjuvénation, c'est-à-dire d'avoir un organisme ou un corps qui est déjà âgé et de le rajeunir? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible déjà chez l'humain ou pas? D'abord, extrêmement démonstrative, c'est que la parabiose, ça veut dire de mettre en contact, de lier la
circulation sanguine des deux souris, ce qui a été fait en Californie, la parabiose hétérochronique, jeune souris, vieille souris, connectée à la circulation sanguine, ça va se mélanger, il va être après quelques minutes le même sang, et après une semaine, la vieille souris rajeunit sur tous les critères, même les maladies, dilatation du cœur, problème du cerveau chez la souris, jusqu'à maintenant ostéoporose, etc. Donc, ça a démontré, est-ce que théoriquement c'est possible de rajeunir et d'atténuer ou réverser la maladie? La réponse est oui. Regardez la souris. Ce que nous avons pris, c'est deux cellules. Maintenant, une avec un handicap, une mutation, l'autre non, de la même origine. La cellule est au début la même. On essaye maintenant avec la cellule qu'on va épuiser, la rendre vieille et sa cellule sœur qui n'a pas vieilli. Et c'est que nous avons pu montrer que les forts phénotypes, la résistance à une drogue, à la survie même, est faite par la parabiose qui dans le dessin, c'est la même chose. Ici, c'était deux souris et le dessin des veines soudées pour permettre la circulation sanguine commune. Ici, on regarde le tunneling nanotubes. Si on en a à une distance, si ça c'est la taille des cellules, à cette distance-là, comme ça, les vrais tunnels par lesquels passent les mitochondries. Ça sont des organites, ça c'est assez gros. Et elles passent avec une telle efficacité qu'une cellule qui a le défaut en respiration, en utilisation d'oxygène, est guérie et normalisée par la cellule voisine qui est normale et qui lui file ses mitochondries. Donc, on a le changement phénotypique, fonctionnel, physiologique, par la parabiose. Donc, la parabiose a été démontrée au niveau des deux cellules et au niveau des deux souris. Bon, maintenant, est-ce que quelqu'un va tenter de la parabiose entre deux êtres humains? C'est vraiment pas nous, nous ne sommes pas les spécialistes de ça. Je ne suis pas au courant de ça, mais ce qu'on fait, c'est de chercher les molécules dans le sang des jeunes qui ont l'effet sur l'atténuation du vieillissement et de la maladie chez le vieux. Ça certainement, ça se fait facilement en Californie, peut-être dans Calico aussi, mais pas chez nous, certainement. Pour rebondir sur la question de la parabiose et sur l'ensemble des recherches qui sont actuellement effectuées en ce qui concerne le plasma sanguin, donc des recherches sur des souris ou des rats âgés, l'association REELS a soutenu financièrement des tests pour voir si les résultats extrêmement prometteurs qui ont été obtenus peuvent être confirmés en ce qui concerne la longévité proprement dite. Les tests concernés envisageables, c'est ce qu'on appelle la parabiose, mais c'est plus simplement aussi la réinjection de plasma sanguin d'individus jeunes, ou même encore plus simplement l'injection d'une solution d'albumine et d'eau salée chez des animaux ou chez des êtres humains âgés pour obtenir de la réjuvénation. Toutes ces expériences sont extrêmement prometteuses. J'aurais voulu savoir ce que vous en pensez. Vous avez très probablement entendu parler des études qui sont faites par Harold Katcher, qui affirme avoir un produit tout à fait extraordinaire, mais qui ne dit pas quel est le contenu de ce produit. Et les travaux des Conboys, Irina Conboy et Michael Conboy, qui injectent de l'albumine et une solution saline, aussi avec des effets extrêmement positifs. Voilà, je ne suis pas, Didier, pas vraiment très familier avec cette expérience, mais ce qui est important que notre vue, excusez-moi de revenir, notre vue sur le vieillissement et les maladies n'est pas une alternative à d'autres alternatives aux problèmes de
télomère, télomérase, etc. Donc, l'albumine a évolué sur très riche en lysine, qui est l'acide aminé la plus fréquemment oxydée, la plus sensible à l'oxydation. Donc, elle est, dans un sens, albumine sert comme une éponge contre les radicaux libres. Les lysines sur l'albumine seront oxydées, et bien, ils ne seront pas oxydés, ils vont donc attirer les radicaux libres sur la molécule d'albumine, et par défaut, ça va sauver la vie d'une protéine précieuse, télomérase ou RNA polymérase ou DNA polymérase. Donc, c'est quelque part, Didier, j'ai l'impression qu'il s'agit de maintenir le système de maintenance. Ça veut dire surtout nettoyer le nettoyage de la crasse, pour utiliser un peu le langage des mécaniciens. Et albumine, qui est produit en grande quantité, on peut le voir un peu comme excès de protéines et qui se présente à des toxines, à des radicaux libres, à des toxines. Il se présente comme la protéine, et il peut subir, étant donné qu'il n'a pas grande fonction de point de vue fonctionnalité, il peut subir le dégât au lieu d'exposer les protéines précieuses à ces mêmes dégâts. Donc, ça ne m'étonnerait pas, voilà, d'envoyer un système de nettoyage, une éponge spécifique, les toxines et surtout les radicaux libres, de se sacrifier. Ça sera une protéine sacrificielle qui sacrifie sa vie protéique, pour la vie des protéines précieuses. C'est pour ça qu'il est présent en telle énorme quantité, concentration dans le sang. Ça ne m'étonne pas. Je crois que nous pouvons, jusqu'à maintenant, ça a bien résisté, nous pouvons en déduire de ces principes généraux dont j'ai passé un peu trop de temps à les raconter, prendre les télomères, les fonctions qu'on veut, et voir que cette maladie et les causes immédiates des maladies sont tous déductibles du même problème, que autant que toutes les protéines sont en bonne quantité et en bonne qualité, il n'y a aucune raison au monde, et il n'est pas imaginable pour moi, qu'une cellule dégénère ou mal fonctionne si ces constituants actifs, le plus actifs, qui maintiennent l'homéostasie et la beauté presque du système homéostatique et harmonieux, ça sont les protéines, autant qu'ils sont en bonne quantité et qualité, en bonne santé, ces protéines, comme quand on a 10 à 14 ans, où la mortalité est la plus faible, il n'y a pas de raison d'être malade ou d'avoir un problème avec le vieillissement. Et donc, tout ce qui va jouer sur la qualité des protéines, et surtout sur les protéines particulières, quand il y a la prédisposition, voilà, avec les télomères, télomérase est l'enzyme qui synthétise les bouts des chromosomes, qui est une séquence pas sophistiquée. C'est comme si un texte était blablabla, bla, 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 mais c'est nécessaire pour répliquer les chromosomes jusqu'au bout. Elle est présente dans nos cellules dans les quantités infimes, invisibles dans le gel. On suit seulement son activité. Mais par sa structure, c'est parmi télomérase et parmi les 20 protéines humaines le plus sensible à l'oxydation. Donc, elle est en très faible quantité dans nos cellules et elle est très sensible à l'oxydation. Du coup, les cellules sénescentes, donc qui vont perdre les télomères, vont apparaître. Mais encore une fois, c'est un exemple que l'origine, la root cause, la racine de la cause, c'est le même. Et voilà, on a des différentes protéines, à différentes quantités, différentes sensibilités par rapport à l'oxydation, mais on pense que pour le moment, on peut en déduire quasi toutes les maladies liées à l'âge avec cette hypothèse.
D'où va venir la solution? Ce serait idiot, je n'oserais pas faire des prévisions. Peut-être, voilà, même peut-être cet nettoyage du sang par rapport ou en passant par le sang va être le panacée, sauf, avant de terminer, ce que je fais moi-même dans ma vie et surtout pendant cette période de COVID-19, c'est d'aller avec les priorités. Qu'est-ce qu'il met, le manque de quoi me tue le plus efficacement? D'abord, oxygénation. Nous avons encore avec 50 000 milliards de cellules. La vaste majorité sont à l'intérieur. Celles de la peau sont exposées. Donc, pour fonctionner, chaque cellule doit produire sa propre énergie dans les mitochondries. Il faut de l'oxygène, il faut de l'eau. Donc, ce que je fais du point de vue hygiène, c'est pas grand-chose, mais c'est de sortir ici le matin, respiration profonde, de m'oxygéner, hydrater, très important. Avec l'âge, on perd un peu la perception du soif. Hydrater, la nourriture, il faut que je pense à 50 000 milliards de mes cellules. Des choses sophistiquées sont en luxe par rapport à un manque d'oxygène, de l'eau, des hydratations ou des éléments nutritifs. Après, voilà, on aura le luxe de rajouter encore les suppléments de toutes sortes, etc. Voilà, donc je commence par ne pas oublier l'essentiel. Oxygénation, hydratation, nutrition et sommeil. En termes de nutrition, est-ce qu'il y a des choses à éviter pour justement empêcher l'oxydation trop rapide des protéines, selon vos recherches, ou faire de l'exercice? C'est toujours considéré comme quelque chose de positif. Voilà, je crois que l'exercice sert surtout à nous forcer à respirer profondément. Ah. Et voilà, moi je ne peux pas courir même 5 minutes sans respirer profondément, parce que voilà. Et donc, on peut se permettre d'être, disons, paresseux. C'est pas tout, mais pour l'essentiel, respirer 1, 2, 3, 4, 5, expirer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 fois comme ça, 3, 4 fois par jour, ça change. Les personnes qui ont mal de tête, moi je fais ça, je le propose dans 9 fois sur 10 en 2, 3 minutes. Le mot de tête passe. Donc, n'oublions pas les choses simples, essentielles et primitives en allant avec la sophistication, surtout quand on peut se permettre le luxe que moi je peux, heureusement, de ne pas avoir jamais passé une journée à l'hôpital. Mais il faut pas, voilà, dans ce cas, c'est surtout pour beaucoup de gens, la majorité des gens, pour pratiquement tout le monde, c'est allons. Sans oxygène, je serais tué en 5 minutes. Sans eau, sans de l'eau, ce sera une semaine au grand max. Okay? Sans la nourriture, il faut un mois. Bon, ça, c'est l'ordre d'importance voilà, aiguë. À quoi il faut penser ou assurer d'abord avant d'aller sur les choses sophistiquées, car il y a 50 000 milliards de cellules qui attendent, d'où l'importance de la circulation sanguine, qui avec les capillaires, je crois, fait 100 000 kilomètres chez vous et chez moi. Ça, voilà, 100 000, ça fait deux fois et demi autour de la Terre. Parce que il faut que cette cellule, on n'est pas une culture de cellules en bouillon, on est dans un organe, il faut que l'oxygène et les éléments nutritifs arrivent pour que la cellule fasse sa propre énergie et construit et se reconstruit elle-même chez elle au niveau des ribosomes, de synthèse de protéines, de synthèse de ATP, de source d'énergie. Et il y a, malgré la communauté cellulaire, chaque cellule doit faire ce travail pour elle-même. Il y en a 50 000 milliards. Et
Et pour ça, il faut penser à l'oxygénation, hydratation et nutrition de base. Il y a évidemment la liste qu'on appelle Swiss chard, c'est une sorte de blette qui est presque un médicament. On le mange beaucoup ici sur Méditerranée, qui est une nourriture anti-inflammatoire. Quand on vieillit, il faut gare aux inflammations parce que c'est un révélateur des maladies latentes, dormantes. Il réveille l'inflammation, réveille l'état latent et le rend, il active la maladie, voilà, qui est normalement en état de latence. À propos de maladies, donc on n'a pas encore beaucoup parlé aujourd'hui de ce qui est malheureusement au cœur de l'actualité, donc les développements de la Covid-19 qui sont aujourd'hui en Europe la première, malheureusement aussi encore la première cause de mortalité probablement pour les personnes âgées, en espérant que ce soit temporaire et le plus court possible. Maintenant, est-ce que les investissements tout à fait considérables qui ont eu lieu dans la recherche pour ce virus, pour vous, quand on observe vers un avenir un peu plus lointain, est-ce que tout ça sera plutôt favorable à l'accélération de recherche positive de votre point de vue, ou bien est-ce que ça risque plutôt de ralentir les choses? Vous avez parlé des aspects inflammation qui sont un des éléments centraux dans ce qui tue les personnes âgées suite à la Covid. Voilà, peut-être est-ce que le bilan scientifique aujourd'hui et demain sera plutôt globalement positif ou plutôt globalement négatif à côté des drames humains, évidemment? Mon point de vue est d'abord de regarder les données avec toutes les précautions qu'il faut pour ces données. Je suis désolé de répéter des choses qui ne font pas vraiment très excitant à écouter. Combien de gens meurent de coronavirus à cause du coronavirus? Je n'ai aucune idée. On a une idée, l'association avec coronavirus. Le fait que j'étais tellement étonné, il y a 3, 4, 5 mois, je ne sais pas, quand je suis allé voir la mortalité globale, et ça s'est étalé jusqu'à la fin de l'année 20, de l'année passée, que la mortalité totale, globale, n'a presque pas bougé. En Croatie et en certains pays, il y avait même significativement moins de morts en 2020 qu'en 2019, 18, 17. Il y avait des excès de mortalité, je me souviens vaguement en 2012 et en 2017, une fois par mois quand on regarde, qui était plus haute que celle de Covid. Donc, comment peut-on avoir une telle quantité de morts associées avec Covid, il faut dire associées avec Covid, et ne pas avoir augmentation de la mortalité? Pourquoi déclarer la pandémie de quelque chose qui n'a pas augmenté la mortalité d'une façon significative? Peut-être maintenant... Oui, mais ça, si je puis me permettre, juste... sorry, mais en tout cas, en Belgique, mais c'est la Belgique, un des pays où la mortalité était la plus forte. En Belgique, nous avons une augmentation en 2020 de 16% de la mortalité. Donc, on a eu plus de morts de vieillissement que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, probablement. Oui, oui. Mon intuition est si que, et ça corrèle un peu avec certainement avec les données, que la majorité des morts associées avec le Covid, ce serait passé dans l'année, mais peut-être 2, 3, 4 mois plus tard. Que les gens à haute morbidité, et on arrive à la fin de la vie, hein, chacun de nous va passer par ça, évidemment, mais que Covid est une pression biologique, comme il y aurait eu une pression si une vague de chaleur ou vague de froid. Qui serait tué par vague de froid? Vraiment, froid.
ou vague de chaleur, ben, on a l'expérience pour vague de chaleur en France, Ouais. exactement la même fraction de la population, avec la même courbe, avec l'âge. Donc, Ouais. c'est une infection dans un sens opportunistique. C'est sérieux et mortel pour les organismes déjà affaiblis. Et c'est horrible de dire quelque chose comme ça parce on pense facilement de soi et de ses proches. Mais moi, je n'ai pas été pris par la panique. Moi, j'ai plus peur de mismanagement, des erreurs, des réactions de la société à cette épidémie que l'épidémie elle-même. La mortalité, elle est globalement faible et elle touche les gens qui arrivent à la fin de leur... Même les jeunes, voilà, même les rares jeunes, disons de 40 ou 30 ans, ben, il y en avait, ils sont aussi, ça sont des cas rares où il y a un maillon faible inné et même chez les grands sportifs, il arrive qu'un vaisseau claque et c'est... Voilà. Donc, moi, je ne suis pas... j'ai plus peur Ouais. des conséquences économicos, politico, sociétales, etc., sur le long terme, plus peur des dégâts biologiques aussi, de nos réactions mal pensées, mal construites, que de l'effet biologique de COVID qui apparemment raccourcit la vie des gens peut-être de quelques mois. Si, Et ça, c'est pas une tragédie. Il y a d'autres problèmes plus importants que ça. si je puis si je puis me permettre, je suis totalement d'accord avec vous que c'est surtout les personnes âgées. La moyenne des personnes décédant, par exemple en Allemagne de la Covid, c'est 81 ou 82 ans, donc c'est des gens très âgés. Donc ça, c'est certain. Par contre, une chose qui est inquiétante, et donc c'est sûr que c'est certain aussi que ça veut dire c'est des gens qui allaient mourir, une grosse partie allait mourir dans les mois qui suivent. Oui. Par contre, il y a ce qu'on appelle en anglais le long Covid. Et donc, il semble bien que beaucoup de gens qui sont atteints et qui sont plus jeunes, qui n'en décèdent pas, ont des suites. Et là, ça risque aussi de diminuer leur espérance de vie à terme. Donc, ça, c'est une des choses. Et c'est aussi pour ça que je me demandais, par rapport aux recherches, quelles étaient les choses qui allaient pour vous dans la bonne direction et celles qui allaient dans la mauvaise direction, particulièrement dans toutes les questions liées au système immunitaire et particulièrement pour tout ce qui est, enfin, dans l'autre sens, tout ce qui est inflammation. Pour répondre rapidement, je crois, Didier, qu'il s'agit à la fois, bien sûr, de l'état de notre système immunitaire, le polymorphisme de la capacité immunitaire de chaque personne et le polymorphisme des virus. C'est l'évolution des virus qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide, qui crée des variants et qui détruit aussi le fitness. Chez le virus à RNA, le taux de mutation est tellement élevé que Manfred Eigen a appelé ça il y a 30 ou 40 ans pour le virus à ARN, les quasi-species, les quasi-espèces apparaissent dans le temps réel. Et la raison, comme j'avais dit tout au début, avec la mutation, c'est que s'il n'y a pas de reproduction sexuée, les mutations s'accumulent. Et on n'efface pas l'ancienne mutation, on rajoute les nouvelles mutations sur les anciennes. Et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle mutational meltdown. Ça veut dire qu'il y a une dégénérescence génétique du virus et il devient bénin, pas dangereux. Il se dégrade sans évolution, sans reproduction sexuée. L'accumulation de mutations chez tous les organismes est inévitable et l'extinction serait inévitable. La reproduction sexuée coûte beaucoup
il faut 2 pour 1. Asexué, il faut 1 pour 2, pour faire 2. Okay? La complication de l'évolution sexuée a gagné parce que sinon, sans ça, sans un triage, il y a la fin, l'extinction par mutation. Donc ça se passe, mais personne ne compte les virus morts. Moi, j'avais proposé donc qu'on séquence virus individuel de quelques personnes seulement qui sont atteints avec symptômes et sans symptômes et voir s'il y a même la parabiose virale que voilà, pendant l'été en Italie et ici en Croatie, quand les porteurs asymptomatiques des différents pays sont arrivés et ils ont dansé ensemble et se sont mélangés, c'est là où il y avait tout de suite le foyer de la maladie. Ça veut dire que, à mon avis, les différents types de mutations se sont compensés, comme dans la parabiose, sont compensés et ça dure pas, ça peut pas durer longtemps. Donc, on a oublié mon message d'ici, c'est qu'on a un peu oublié d'étudier la biologie et génétique du virus qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide que celle de nous-mêmes. On s'est concentré sur le système immunitaire, etc. Mais le virus à RNA évolue 100 000 fois, peut-être 1 million de fois plus vite que le génome des mammifères. 1 million de fois. Le taux de mutation par nucléotide est tellement élevé que c'est un peu comme avec le virus de sida, HIV, il mute tellement que voilà, il n'y a pas encore même un vaccin efficace contre ce virus-là. On verra. Donc, bref, c'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver face à COVID-19, c'est d'être jeune. C'est d'être jeune et ne pas avoir une prédisposition, etc. Donc, en effet, de rajeunir biologiquement, ça résout beaucoup de problèmes. Et donc, les maladies infectieuses, il ne faut pas les oublier aussi, augmentent énormément. Ce n'est pas seulement le COVID, mais la pneumonie. Une bonne partie de nos vieux meurent suite à une pneumonie, même Jean Calment. Donc, il y a le vieillissement du système immunitaire et la conséquence du vieillissement du système immunitaire sont soit les maladies auto-immunes, dégénératives auto-immunes, soit maladies infectieuses, classiques, tuberculose, pneumonie et COVID, évidemment. Le vieillissement est faire des choses pour le ralentir et peut-être même réverser et atténuer, parce que ça serait la vraie révolution dans la santé publique. Mm-hmm. La vraie révolution serait arrêter ou ralentir ou atténuer les effets du vieillissement. Est-ce que vous avez encore un peu de temps pour une dernière question, juste pour savoir oui. si vous... Oui. Allez-y. Alors, c'est une question un peu plus société, éthique même. Si on parvient donc à vivre 130 ans, 200 ans même, voire plus, donc en fait, si le vieillissement n'est plus un passage obligé, comment cela va transformer les sociétés? Alors évidemment, c'est extrêmement spéculatif, mais déjà, vous avez un petit peu donc mentionné les avantages sur la sagesse de l'humanité qui pourrait augmenter, vu que avec le temps, on engrange de l'expérience, etc. Est-ce qu'il y a d'autres avantages et potentiellement aussi des inconvénients, parce qu'il y a quand même des personnes qui s'opposent ou qui critiquent ces idées longévitistes. Si vous voulez conclure peut-être sur cette perspective un peu plus prospective. Les gens, inclus certainement moi-même, sont le plus touchés émotivement et intellectuellement aussi par les idées de choix à faire. On accepte bien le destin que une brique peut nous tomber sur la tête et ça y est.
c'est pas juste, c'est pas justifié, etc. Mais on accepte ça. Le choix sur la vie, je crois qu'elle serait le plus difficilement soutenable. On avale pas mal le choix que, voilà, on est pauvre, on est né pauvre ou riche, dépendant de papa, maman, etc. On ne se ronge pas les doigts à cause de ça, qu'on n'est pas enfant de parents riches. Mais sur l'inégalité de la vie, il n'y a que l'argent ne sert symboliquement qu'au sentiment, illusion de l'immortalité. Je suis riche, donc je peux me payer le meilleur médecin, etc. Et pendant qu'il y a cette égalité, la dernière égalité devant la mort, que même les gens les plus riches au monde n'ont pas le choix de ne pas mourir quand il s'agit de maladies non curables, non guérissables, ça donne peut-être aux gens, aux gens un sentiment que, voilà, il y a des inégalités, mais en effet, sur l'essentiel, suis-je mort ou vivant, on est égaux par rapport à cette 90% de causes de mortalité qui n'est pas évitable aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va se passer au moment où on a le pouvoir et de se dire, voilà, mes recherches ont coûté très, très cher, comme disent l'industrie pharmaceutique. Donc, voilà, j'en ai quelque chose où vous pouvez vivre 150 ans, etc. Mais ça coûte 100 millions d'euros. Et maintenant arrive le danger que si quelqu'un qui est riche peut assurer la longue vie et santé, pas seulement aux membres de sa famille, mais aussi à son chien et chat, parce qu'on aime beaucoup. Et à côté, qu'il y a une mère et un père avec un enfant malade, guérissable ou affamé, si on est en Afrique. Et je crois que cette inégalité devant la mort, voilà. Et pour une chose, il n'y a pas apparemment, pas directement, le prix sur le marché ouvert, c'est le prix de notre temps, de temps de nos vies. Le temps de nos vies. Voilà. Il n'y a pas sur le marché, ça serait intéressant à regarder quel sera sur le marché le prix du temps de vie de différentes personnes, n'est-ce pas? Mais je crois que c'est essentiellement ça, que autant qu'il y a cette brutalité de l'égalité devant la mort des super riches et des pauvres, que la société, c'est un tampon qui nous rend relativement peu agressifs. Mais qu'au moment où une inégalité fondamentale, essentielle, sur tout ce qui compte, c'est est-ce qu'on est vivant ou pas, sur la vie, que ça serait un bon sujet pour une... Oui, donc c'est certain que, comme le dit Gaëtan, qu'il y a des gens qui sont opposés, que parmi les gens qui sont opposés, il y a cette crainte que si un jour il y avait des thérapies efficaces pour lutter contre le vieillissement, ça serait pour les riches uniquement, ou en tout cas d'abord pour les riches. Donc, Oui. à l'Association française transhumaniste, par exemple, c'est l'exemple du téléphone mobile. Hein. Toi et moi, Miroslav, on est assez vieux pour se souvenir du temps où les mobiles, c'était pour une infime minorité, et maintenant, c'est pour la majorité des citoyens de la planète. Internet, c'est aussi pour la majorité des citoyens de la planète. Est-ce que donc un des enjeux, à côté des enjeux psychologiques dont on ne parlera probablement pas aujourd'hui, mais pour les enjeux politiques et sociaux, est-ce que la question principale ne serait pas comment assurer que les thérapies sont accessibles pour tous, donc de faire du droit à la santé et du droit à la longévité un bien commun,
Et peut-être pour te poser une question à toi, donc grâce à toi, il y a cet Institut des sciences de la vie à Split, donc en Croatie, grâce à des contacts. Est-ce que tu as déjà eu des contacts, disons, avec des représentants politiques ou des représentants sociaux pour leur dire, voilà, ça doit devenir un bien commun ou voici mes pistes pour que ça soit accessible à tous? Oui, on a eu des contacts. On a eu une réunion avec les journalistes, mais il y a des années. Ce que j'aimerais beaucoup, je ressens comme un besoin, surtout à cause du Covid, et qui nous révèle les faiblesses, combien on est peu robuste comme la société, c'est d'avoir une réunion modeste avec maximum 10 personnes, mais une réunion, un symposium permanent. 10 personnes qui changent, qui partent et l'autre revient, etc. Et où on met sur le menu des différents thèmes fondamentaux. Il y en a tellement. Vous venez de mentionner déjà celle-ci est aussi vraiment un thème vraiment important. Le thème important est aussi la science et le pouvoir, la connaissance et le pouvoir. Je crains qu'encore pire que l'élitisme du savoir, ça serait un autre élitisme caché, un élitisme de pouvoir purement, disons, financier. C'est encore pire que l'élitisme des connaissances. Voilà, on n'a pas l'impression que le savoir, c'est le pouvoir, moins qu'avant probablement. Et je ne vois pas de raison d'ailleurs que cette élite soit scientifique. Je ne suis pas très impressionné par la performance ni scientifique ni vraiment intellectuelle. Et le moral et les sentiments, passons pour une autre discussion, des scientifiques. Donc, j'aimerais beaucoup avoir un processus quelque part. Ici, ce serait idéal. Un processus permanent, au lieu d'avoir les réunions ponctuelles de quelques jours et puis on prend les valises et on revient chez soi, d'avoir un processus permanent, un lieu où on peut joindre l'analyse, mais avec une liste des thèmes sur lesquels d'habitude il n'y a pas de réunion, d'avoir quelque chose de dynamique. Donc, avoir une réunion évolutive, perpétuelle presque, où du monde entier vient des personnes, mais pas plus que 15. 10 ça serait peut-être optimal. Entre 5 et 15 personnes. Et donc, que cette discussion ne meure pas, qu'elle continue par le turnover permanent et qu'il y a un accès où il y a au moins les rapports quotidiens de ce qui se passe. Parfois, ça sera une phrase parce qu'on n'a pas été très productif. Parfois, ça serait... Moi, j'aimerais bien voir... Je ne vois pas de raison d'arrêter de penser, de réfléchir. Et on a besoin à la fois de la diversité, ça veut dire la globalisation vraiment n'est pas bonne pour la diversité, et les nouveautés, que ce soit en biologie, la nouvelle espèce, ou en sciences, ou dans des arts, la nouveauté apparaît par effet fondateur, founder effect, donc par isolement, au dehors du mainstream, du pouvoir actuel, qui n'a aucune raison pour soi de laisser évoluer les alternatives, les concurrences jeunes et fragiles. Donc, pour sauver la nouveauté naissante, mieux vaut s'isoler. C'est comme isolement reproductif pour l'apparition des nouvelles espèces. Il faut que la nouveauté ne se mélange pas avec l'excès du type sauvage, ce qu'on dit de la dominante. Et c'est comme ça dans la science aussi. Donc, voilà, je plaide pour processus
continue, comme l'évolution en est un processus qui est quasi immortel, 4 milliards d'années, qui génère des produits éphémères, qui sont les individus, les espèces qui viennent et passent, d'avoir quelque chose comme ça, vraiment sur le low scale, en toute modestie, offrir la nourriture et la nature, d'avoir quelque chose un peu comme les petites académies grecques du temps d'Aristote et Platon ont été. Voilà, je ne suis pas impressionné par la qualité de la réflexion aujourd'hui. Les technologies, tout ce qui se vend inclut les technologies. Ça explode, mais la qualité, le pouvoir analytique, la qualité de la réflexion, de l'intelligence humaine, me paraît plutôt ralentie par cette tsunami de technologies qu'elle-même, elle ne peut rien penser. Ça sont des outils aussi sophistiqués qu'on veut. Ça sont les outils. La technologie n'invente pas le projet et le projet doit contenir presque un consensus, ce que nous voulons. Ce que nous voulons et voilà, ce que nous manque aujourd'hui, pourquoi la jeune génération, mais les vieux aussi, sont perdus, parce qu'on ne vote pas pour les plans, pour les projets, on vote pour le cirque, pour les personnes et pour amusement. Et j'aimerais créer ici une petite poche, une niche où on peut se permettre le luxe de penser, de réfléchir ensemble d'une façon complètement libre. L'idée, c'est, je dirais, un cercle perpétuel de réflexion avec une qui est attention. Ce serait évidemment pas mal de gens aussi qui réfléchissent sur des. Je ne sais pas si tu connais notamment le site, si vous connaissez notamment le site Open Longevity. Voilà, parce qu'évidemment, après, mais je pense que vous l'avez dit, il faudrait aussi qu'ils sortent avec plus de. Mais c'est très intéressant. J'espère personnellement que cela pourra se faire. Peut-être le système dit qu'on a assez parlé. Ouais, je crois bien. Bon, ce sont en tout cas, merci encore pour cette conversation. C'était super. Je ne sais pas si Didier est encore là ou pas. Alors, je pense que c'est un bon moment pour conclure. Didier, je pense que tu es d'accord, à moins que tu aies d'autres choses à ajouter. Je remercie encore une fois Miroslav d'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir. Voilà, je crois qu'il est nécessaire pour nous, pour créer des nouveautés, comme des autres, évidemment, d'avoir ces rencontres relativement régulières quand même. Sinon, tout s'éteint spontanément. Si on nourrit pas, si on met pas l'énergie, l'entropie gagne. La deuxième loi de thermodynamique est tout. Sauf, comme dit Schrödinger, si on pompe l'énergie, on peut, même dans un désordre qui augmente, l'entropie, elle augmente avec l'expansion de l'univers, et malgré tout, des structures aussi compliquées que vous, je vous regarde, et même moi, apparaissent et évoluent parce que on réserve le temps et on met l'énergie pour structurer quelque chose, voilà, malgré la force d'entropie à tout faire éclater. Et voilà, nous sommes là à décider avec qui, avec quelle fréquence, comment. On a cette liberté excessive qui me travaille, qui m'empoisonne la vie d'ailleurs, avec qui je vais partager mon temps si limité et l'énergie limitée. Et je vous remercie pour partager aujourd'hui. Merci beaucoup, Miroslav. J'espère que ce cercle se créera très bientôt, dont tu as parlé. Le podcast Humain demain. Et voilà, c'est la fin du podcast. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de trucs. Je vous invite à aller sur le site The Flares pour trouver des documentaires exclusifs. Et n'hésitez pas à explorer les différentes playlists que nous avons sur la chaîne The Flares
sur YouTube. Hein. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Humain Demain et d'un autre podcast et peut-être une autre vidéo, tout en fonction de ce que vous aimez regarder et tout ça et blablabla.